l'Alliance de l'Atlantique Nord, l'OTAN, a élaboré un plan d'action détaillé en cas de conflit armé avec la Russie. Ce document a été intitulé Le concept de combat terrestre de l'OTAN. Et cela s'est produit littéralement 3 jours seulement après que les médias occidentaux ont rapporté que Vladimir Poutine avait fixé à ses propres services spéciaux l'objectif de démanteler l'OTAN et l'Union européenne de l'intérieur d'ici 2026. Il semble que l'Alliance ait décidé de répondre non pas secrètement, mais aussi publiquement que possible. C'est pourquoi, dans cette émission, analysons ce que contient exactement ce plan de l'OTAN en cas de guerre avec la Russie et quels programmes l'Alliance a déjà mis en œuvre, ainsi que ceux qui sont en cours de réalisation en ce moment même. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vérifiez-le tout de suite sous cette vidéo. Êtes-vous abonné? Peut-être que vous regardez mes émissions depuis longtemps, mais que vous avez oublié de vous abonner. Alors prenez une seconde de votre temps pour le faire. Abonnez-vous, je vous en serai très reconnaissant. Alors, commençons par qui a élaboré le document de l'OTAN et quelle est sa logique générale. L'élaboration de ce concept a été dirigée par le major américain Andrew Pingree. Le document de l'OTAN décrit 3 stratégies principales que l'OTAN peut utiliser et utilisera en cas de guerre ouverte avec la Russie. Et comme scénario de base, c'est précisément une offensive russe contre les pays baltes qui est envisagée. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. La première étape du plan de l'OTAN consiste à contrer directement aux abords. L'Alliance prévoit d'utiliser des chasseurs, des missiles et des drones pour neutraliser les complexes de missiles russes. L'une des principales cibles mentionnées directement est la région de Kaliningrad, où sont déployés des systèmes de défense aérienne et des armements de missiles. Autrement dit, la première frappe, en théorie, vise précisément cette exclave, coincée entre la Pologne et la Lituanie. L'OTAN est prête à neutraliser d'abord la région de Kaliningrad, jusqu'à la prise de ce territoire et à sa mise sous contrôle. Le deuxième élément de la première étape consiste à créer une zone dite autonome le long des frontières avec la Russie et la Biélorussie. Il s'agit d'une barrière de protection où il est prévu d'utiliser exclusivement des drones et des équipements autonomes. Et les militaires ukrainiens, je souligne, les héroïques militaires ukrainiens, appellent cette zone une kill zone. Voilà, à l'OTAN, on appelait cela une zone autonome. Il n'est absolument pas prévu de déployer des militaires de l'OTAN dans cette zone. Si les unités russes continuent d'avancer, il est prévu de les contenir précisément avec des drones et des robots, sans affrontement direct avec des soldats. On peut donc comprendre ici que cette zone autonome n'est pas une idée abstraite sur le papier, mais bien le prolongement direct d'un processus déjà en cours dont nous avons parlé dans les épisodes précédents. Déjà en septembre de l'année dernière, après qu'environ 20 drones de combat russes aient pénétré dans l'espace aérien polonais, littéralement la veille du discours de la présidente de la Commission européenne sur l'état de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a publiquement soutenu le concept d'un mur de drones pour tout le flanc Est. Et maintenant, il est activement mis en œuvre. L'idée est donc que l'objectif est de construire un véritable mur de drones le long de toute la frontière avec la Russie et la Biélorussie. Depuis, le projet a été baptisé Eastern Flank Watch. Selon le média américain Defense News, dans le cadre d'un programme expérimental de l'OTAN, la taille optimale de cette zone autonome est déjà en cours d'étude. Elle varie en fonction du relief du terrain. Les militaires lettons s'entraînent déjà quotidiennement à maintenir une telle zone uniquement à l'aide de systèmes sans pilote, en s'appuyant sur une terminologie directement empruntée à l'expérience ukrainienne. Car dans les forces armées ukrainiennes, une bande similaire le long de la ligne de front, entièrement couverte par les tirs de drones et d'artillerie sur 15 km ou plus, est officieusement appelée zone de destruction, ou kill zone. Le porte-parole officiel de l'Alliance, du nom de Murray, a formulé la logique même de la dissuasion en 3 étapes ainsi. Je cite. Premier acte, les contenir. Deuxième, les arrêter. Troisième, les mettre dans une position où ils devront changer de formation. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils deviendront vraiment vulnérables. Passons maintenant à ce qui se passe si la première ligne de défense ne fonctionne pas, et que l'ennemi, en la personne du russe sauvage et sale, continue tout de même d'avancer.
L'étape suivante du plan prévoit déjà des frappes sur des installations militaires et des points de ravitaillement directement sur le territoire même de la Russie. Parmi les cibles potentielles figurent les aérodromes, les entreprises de défense, les ponts et l'infrastructure ferroviaire utilisée pour le transfert des troupes. Pour acheminer des drones et des équipements robotisés en profondeur sur le territoire russe, il est prévu d'utiliser le transport aérien, c'est-à-dire le parachutage. Et voici un élément distinct et très révélateur de ce plan. Il s'agit de miser non seulement sur le matériel, mais aussi sur les personnes à l'intérieur même de la Russie. En particulier, l'Alliance a l'intention de déployer des unités spéciales et compte même sur un éventuel soutien de la part de Russes qui s'opposent à leur propre gouvernement. Leurs actions doivent perturber l'approvisionnement des troupes russes et compliquer la conduite des opérations offensives. En même temps, le document précise clairement une restriction fondamentale. Mais ce ne seraient pas des Occidentaux s'ils n'avaient pas ajouté cela. L'OTAN n'a pas pour objectif d'occuper la Russie. Il s'agit seulement d'arrêter l'offensive et de repousser les troupes jusqu'à la frontière nationale. Autrement dit, le plan est défensif selon l'objectif déclaré, même s'il inclut des frappes en profondeur sur le territoire russe. Mais vous vous posez peut-être la question principale, que je me suis posée moi aussi. Pourquoi l'OTAN a-t-elle décidé de révéler publiquement les détails de ce plan? Normalement, des concepts militaires de ce niveau restent secrets. Et selon les informations de Bild, la publication des principaux éléments du concept doit remplir une fonction de dissuasion. La Russie doit comprendre à l'avance quelles conséquences l'attendent en cas d'attaque contre un membre de l'Alliance. C'est la logique classique de la dissuasion nucléaire et conventionnelle. Autrement dit, il ne s'agit pas de cacher le plan pour ménager l'effet de surprise, mais au contraire, de le montrer à l'adversaire de la manière la plus ouverte possible, afin que la simple possibilité d'agression paraisse d'emblée vouée à l'échec. Bien qu'il faille comprendre que derrière cette partie ouverte du plan, il y a évidemment une stratégie secrète dont les Russes ne seront pas informés, et voici une histoire amusante pour vous. Les autorités russes ont à plusieurs reprises déclaré que Moscou n'avait pas l'intention d'attaquer un membre de l'OTAN. Je rappelle qu'en 2023 déjà, et aussi en 2022. Et en fait, chaque année, Poutine a personnellement déclaré que la Russie n'avait, je cite, aucune raison géopolitique, économique ou militaire de faire la guerre à l'OTAN. Mais vous devez tous vous souvenir de ce que signifie être un Russe. Un Russe, comme les Poutines, est un être menteur auquel on ne peut absolument pas faire confiance. Ce même Vladimir Poutine et toute sa suite assuraient que jamais de leur vie la Russie n'attaquerait l'Ukraine. Ce même Poutine affirmait qu'il y avait, soi-disant, des petits hommes verts en Crimée, et qu'il n'y avait pas d'armée russe dans le Donbass. Et cette même créature, Vladimir Poutine, affirmait que c'est l'Ukraine qui avait attaqué la Russie, et que la Russie ne faisait que se défendre. Voyons donc. Il dit « Nous n'avons pas commencé la guerre, ce sont eux qui l'ont commencée. L'Ukraine nous a attaqués. » C'est pourquoi, heureusement, même en Europe, on a cessé de croire les Russes. Tout le monde comprend. Comment peut-on croire, par exemple, à cette tête de cheval de Sergueï Lavrov? Comment peut-on croire à l'avorton dégarni Vladimir Poutine? Comment peut-on croire à l'ivrogne Dimitri Medvedev? En général, comment peut-on croire les Russes, après qu'ils aient eux-mêmes violé des millions de fois toutes leurs promesses, leurs paroles, etc. Tout le monde se souvient de cette très très vieille vidéo. Déjà au début de la présidence, même lors de la toute première campagne électorale, quand Poutine prétendait se présenter aux élections. Voilà, nous comprenons tous ce que signifient les élections en Russie. Il disait « Mais non, jamais nous n'attaquerons l'Ukraine. » Bien sûr que non. Mais voyons, c'est impossible. Puis en 2014, il racontait qu'en Crimée, il y avait des petits hommes verts qui avaient acheté leur uniforme dans un magasin militaire. Et puis, 1 an et demi ou 2 plus tard, il dit oui, il y avait bien l'armée russe là-bas. Réfléchissez juste à quel point cette créature est lâche. Il pensait comme ça tant que le contrôle total sur ces territoires n'était pas établi. Faisons semblant que ce n'est pas nous. Et quand il a compris qu'il avait déjà conquis, il a dit « Bon, d'accord, oui, c'était nous ». En gros, l'idée, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance aux Russes. Absolument jamais dans la vie. En résumé, d'un côté, nous avons une conception militaire de l'OTAN documentée, détaillée et désormais rendue publique, basée sur l'expérience réelle des combats des forces armées ukrainiennes en Ukraine, y compris la technologie des zones autonomes le long de la frontière orientale, déjà testée en pratique. D'un autre côté,
Nous avons les assurances officielles répétées de Moscou, qu'elle ne prévoit pas d'attaquer l'Alliance. Mais, pour une raison quelconque, elle prépare des bases pour des attaques et organise des sabotages dans toute l'Europe. Mais c'est précisément l'insistance avec laquelle l'OTAN a décidé de rendre public un plan aussi détaillé, précisément maintenant, seulement 3 jours après les informations sur l'objectif de Vladimir Poutine de faire s'effondrer l'Alliance de l'intérieur, cela en dit long. La confiance dans ces assurances venant de Moscou, dans les états-majors occidentaux, a heureusement tellement diminué qu'ils ont jugé nécessaire de montrer les cartes à l'adversaire à l'avance. Non pas pour effrayer prématurément, mais pour que Moscou n'ait tout simplement aucune illusion sur le prix de toute tentative de tester l'article 5 de l'OTAN. D'ailleurs, pour tester la solidité. Je vais m'arrêter là. Donnez vos avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.